Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'ouvrir ce colloque sur les paradis fiscaux, quatrième édition. Je n'ai pas pu assister à toutes, mais j'essaie de vous soutenir par la logistique, si je puis dire. Et donc organisé par la plateforme Paradis fiscaux et judiciaires, et de vous accueillir donc, dans cette salle Colbert du Palais Bourbon, et de vous accueillir à la veille d'ailleurs, lundi, de l'examen par l'Assemblée d'un projet de loi sur la fraude et la transparence financière. Vous ne savez peut-être pas, la salle Colbert, c'est la salle du groupe où se réunit le groupe socialiste, donc vous n'échapperez pas de ma part, mais finalement c'est plutôt une bonne chose, à l'ébauche d'un bilan de notre travail législatif, mais ce qui atteste qu'il y a de l'actualité et de l'activité législative sur vos sujets. Alors, Jean-Baptiste Colbert, je ne vais pas vous faire un exposé sur Jean-Baptiste Colbert, et mon effet est raté parce que vous avez mis l'écran devant le buste de Jean-Baptiste Colbert, mais dont je voulais quand même saluer la figure, parce que ce ministre des Finances de Louis XIV, en 1661, créa une chambre de justice qui permettra de restituer au Trésor royal 120 millions de livres détournés par les financiers. Donc vous voyez que la lutte que vous menez vient de loin et que c'est bien de la continuer dans cette salle ô combien symbolique. La prochaine fois, on mettra l'écran de l'autre côté. Alors je tiens à remercier l'ensemble des membres des associations et des associations qui organisent cette journée, donc sur un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et auquel vous essayez d'apporter des éclaircissements et surtout des réponses, des avancées, ce que vous allez continuer à faire au cours de cette journée à laquelle je ne pourrai pas assister dans son entier, donc 4 tables rondes. Et d'ailleurs, je dois reconnaître, je disais à M. Lebec, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, j'essaie de, on me disait dans d'autres circonstances, plutôt un compagnon de route des combats que vous menez. Et je suis rentré par la porte d'être membre et fondateur d'Anticor. Peut-être pas à jour dans mes cotisations, il faudrait que je vois ça. Alors, quand on évoque la fraude fiscale, ce sont plutôt des images exotiques qui peuvent venir à l'esprit des gens, mais bien loin de cette image, l'évasion fiscale est un immense système très organisé, vous le savez, et qui coûte très cher à l'État et donc à nous-mêmes. Et un récent rapport de l'Assemblée quantifiait ce manque à gagner entre 40 et 80 milliards. Alors, les contrôles fiscaux, l'an passé, ont généré néanmoins 18 milliards d'euros de droits de pénalité, soit 10% de plus qu'en 2011. Et 18 milliards, eh bien, ça équivaut à ce que nous avons voté, là, le fameux crédit impôt, par exemple, qui sera d'une vingtaine de milliards. Crédit impôt, emploi, compétitivité, où tout le monde dit que c'est un effort immense, et bien voilà, ça vous donne un élément de comparaison. Donc les sommes récupérées après les fautes graves ont bondi de 45% pour dépasser les 6 milliards d'euros. 1157 dossiers ont été transmis à la justice à la suite de ces contrôles. Des chiffres qui devraient continuer de progresser puisque le président de la République a annoncé la création d'un office central de lutte contre la fraude et d'un parquet financier dédié aux affaires de corruption et de grande fraude fiscale, regroupant certes des moyens existants en la matière au ministère de l'Intérieur et des Finances. Ce dernier sera doté d'outils de procédure exceptionnelles comme d'investigation. Et le chef de l'État a aussi demandé que les banques françaises et les grandes entreprises déclarent à l'avenir leurs filiales partout dans le monde. Sur le travail parlementaire, pas plus tard que mercredi soir, la commission des lois qui examinait le texte a adopté les amendements, justement, sur la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, et sur la création du procureur de la République, procureur financier. Ces textes vont donc venir renforcer le régime répressif comme les moyens de l'administration fiscale et créer ce parquet financier à compétence nationale distinct du parquet de Paris. L'administration fiscale pourra enfin utiliser les informations d'origine illicite et les délais de prescription pour toute forme de fraude fiscale vont passer de 3 à 6 ans. Face à des montages, vous le savez, frauduleux, très sophistiqués, l'administration doit être autorisée à se fonder sur de tels documents. Les parlementaires ont d'ores et déjà amélioré le texte en adoptant notamment un amendement visant aussi à protéger les lanceurs d'alerte en matière de lutte contre la fraude fiscale.
Sur le plan international, le regard, je pense qu'on peut le dire, le regard sur l'opacité financière est en train de changer et une vraie dynamique est en œuvre en Europe pour la faire reculer. Anomalie tolérée jusqu'à présent, l'opacité financière et le secret bancaire sont aujourd'hui, ou commencent aujourd'hui, toujours être prudent, être considérés comme elles doivent l'être, des agressions envers les finances publiques de l'État que ni la justice ni le redressement des comptes publics ne peuvent plus tolérer. C'est donc aussi au niveau européen que le combat doit être mené. L'objectif est clair, s'attaquer aux destinations susceptibles d'accueillir la fraude et resserrer l'étau sur les fraudeurs, comme l'a dit le ministre de l'économie d'ailleurs. Alors, les nouveaux dispositifs qui seront mis en œuvre, le projet de lutte contre la fraude fiscale s'appuie sur, vous le savez, deux priorités, une plus grande sévérité et une plus grande détermination dans cette action et un renforcement de l'efficacité des outils de lutte contre l'évasion fiscale. Les ministres concernés ont publié le 5 juin le rapport de l'IGF sur le contrôle des prix de transfert des grandes entreprises qui permettent l'optimisation des flux financiers entre leurs filiales, versement d'intérêts financiers, de redevances de frais de siège, etc. Le rapport, fondé sur une analyse des cas aux États-Unis, au Royaume-Uni, de l'Allemagne et des Pays-Bas, conclut que le droit français est en retrait par rapport aux pratiques en vigueur dans ces pays et prône donc son adaptation en clarifiant les règles fiscales applicables, en durcissant les sanctions en cas de manquement des entreprises à leurs obligations justificatives, en renversant la charge de la preuve dans certaines situations à risque comme les restructurations d'entreprises ou encore en imposant aux contribuables des règles plus exigeantes en matière de transparence comptable vis-à-vis de l'administration fiscale. Les propositions du rapport dans le contexte international de lutte contre l'érosion des bases et la délocalisation des profits, les travaux du G20 et de l'OCDE, et dans le contexte national de lutte contre la fraude fiscale, inspireront celles du gouvernement dans la lutte contre l'optimisation et la fraude en matière de prix de transfert. Bernard Cazeneuve, donc ministre du Budget, et qui clôturera votre colloque, l'a rappelé, les fraudeurs ont intérêt à se signaler. Car en effet, il n'y aura ni amnistie, ni cellule de régularisation opaque appliquant des règles dérogatoires au bénéfice des contribuables qui se seraient rendus coupables de fraude fiscale. Vous avez sûrement vu un reportage sur France 2 dans Cash Investigation et que vous devez être nombreux à avoir vu, donc montre bien, on a bien vu dans ce reportage, l'embarras de l'ancien ministre Éric Woerth quand la journaliste l'interrogeait sur les méthodes justement appliquées par cette cellule jusqu'à maintenant. Ces méthodes appartiennent à un passé révolu. Les contribuables, en tout cas on l'espère, les contribuables concernés acquitteront dans des conditions de droit commun l'ensemble des impositions à leur charge et, le cas échéant, les pénalités applicables au regard de leur situation, qui est naturellement différente de celle des contribuables qui seraient identifiés par l'administration sans se présenter spontanément à elle. Ce texte devrait donc constituer une étape essentielle et audacieuse pour lutter contre la fraude fiscale. Mais il n'est pas la première pierre. Des mécanismes nouveaux ont d'ores et déjà été introduits. Je pense à la loi dite de séparation bancaire, donc, qui introduit des moyens, l'obligation pour les banques françaises de publier la nature de leurs activités, leurs effectifs et leurs chiffres d'affaires pour chaque pays où elles sont présentes, et une facta à la française pour lutter contre l'évasion fiscale. Sur le modèle de la loi américaine, la réforme bancaire imposera aux banques françaises de transmettre au fisc des informations sur les revenus et les actifs des contribuables étrangers en France. Concrètement, l'objectif est de demander à toutes les banques à travers le monde qui abritent un compte dont l'ayant droit réside dans un pays de l'Union européenne de transmettre des informations le concernant. Et ce, de manière automatique entre banque et administration, sans que la demande doive émaner d'une autorité judiciaire. Et cela s'explique pour une raison très simple et que nous devons rappeler. Sans la complicité d'une banque, l'évasion fiscale est tout simplement impossible. En 2009, les banques françaises disposaient de 460 filiales dans les paradis fiscaux. BNP Paribas en possède 189 à elle seule. La moitié des profits de la Société Générale dans le monde
est localisé au Luxembourg. Cette mesure concrétise l'engagement pris par la France avec 8 autres pays européens lors de la réunion des ministres de l'économie et des finances des 13 et 14 avril dernier à Dublin. L'Europe, avec en tête de proue peut-être la France, semble se doter enfin, prudent toujours, des armes pour lutter contre l'évasion fiscale. En seconde lecture, à l'Assemblée nationale, l'obligation pour les banques françaises de publier la nature de leurs activités, leurs effectifs et leurs chiffres d'affaires pour chaque pays où elles sont présentes a aussi été élargie. Elles devront également rendre public le niveau d'impôt acquitté à l'étranger. Mais surtout, cette obligation de transparence a été étendue aux multinationales. L'ensemble des grands groupes français devront donc rendre public leurs activités et leur niveau d'imposition partout où ils sont présents. Cette réforme, nous l'espérons, permettra d'exercer un effet dissuasif sur les entreprises qui pratiquent l'optimisation fiscale via leur position à l'étranger, notamment dans les paradis fiscaux. Le récent projet de réforme bancaire va donc dans le bon sens, et ce n'est plus un projet, parce que je crois que la loi est votée, en tout cas pour ce qui concerne l'Assemblée, exigeant que les banques fournissent quelques éléments d'information sur leurs filiales dans les paradis fiscaux. Ce volet du projet de loi, je tiens à le préciser, ne figurait pas dans la version initiale. Il a pu être ajouté grâce à un amendement porté par les groupes de la majorité, groupe socialiste et groupe écolo. C'est un bon pas vers davantage de transparence, laquelle est une étape indispensable afin que la loi ne puisse interdire tout simplement les activités de nos banques dans des paradis fiscaux. J'imagine que ce n'est pas tout à fait encore satisfaisant, mais il me semblait dans mon rôle de souligner quand même ces avancées. Je voudrais aussi enfin souligner l'introduction de la possibilité pour les associations de lutter contre la corruption, de se constituer partie civile. Il s'agit d'initier ainsi plus rapidement les investigations et de réduire la durée des informations judiciaires. Et enfin, vous dire que j'avais, à titre personnel et avec mon collègue Armand Young, déposé une proposition de loi visant à autoriser aussi les associations anticorruption à ester en justice. Voilà les quelques éléments un peu longs que je voulais vous donner sur l'actualité législative avant de céder la parole à Bernard Pinault et Daniel Lebègue. Je suis aussi ravi d'apprendre, comme vous, j'imagine, le retour prochain en France d'Hervé Falciani, ancien informaticien de la banque HSBC de Genève et détenteur de fichiers bancaires qui permettront d'identifier les exilés fiscaux. Le gouvernement a assuré qu'il mettrait tout en œuvre pour assurer la sécurité de, justement, ce lanceur d'alerte et qui, je crois, nous permettra d'exploiter des données essentielles pour identifier les fraudeurs. J'ai bien conscience, malgré ce que je viens de dire, que beaucoup de choses restent à faire, mais je crois néanmoins qu'un tournant, un virage favorable a été pris et il me semblait utile, en ce début de journée, d'en relever les éléments essentiels. Tout cela sans oublier que finalement, ces avancées sont le fruit paradoxal de l'aveu d'un ministre et d'une faute au plus haut niveau de la hiérarchie de la lutte contre la fraude fiscale, mais c'est peut-être ça, une ironie de l'histoire, et c'est peut-être comme ça, des fois, que les choses avancent. On aurait bien aimé s'en passer, mais finalement, si ça a pu faire progresser paradoxalement des choses, eh bien voilà, saisissons-les. Merci de votre attention.